On ouvre la première partie de ce 21-23 et je vous le disais dans les titres, on va sur le terrain de la démographie, de l'alerte démographique. On va en parler avec nos invités. Si on vous parle de démographie ce soir, c'est parce que pour le coup, la démographie, c'est pas du débat, c'est pas de la théorie, c'est pas des opinions, ce sont des chiffres cliniques qui vont impacter notre futur, notamment en France, que ce soit nos emplois, nos retraites, bien évidemment, notre immigration. On va parler donc de cette dernière étude de l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui vient de révéler que pour la première fois depuis 1945, eh bien oui, il y a plus de décès que de naissances en France métropolitaine. On va en parler justement avec vous, Hervé Lebras. Bonsoir, démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS et chercheur émérite à l'INED, justement, auteur de France, un album de famille aux éditions Actes Sud, en collaboration avec Yann Arthus-Bertrand pour les photographies dans le livre. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Économiste, fondateur du Cercle des économistes, titulaire de la chaire de recherche Transition démographique, transition économique, hébergée par la Fondation du Risque, l'Institut Louis Bachelier. Et puis on vous retrouve évidemment notre fidèle compagnon Étienne Lefebvre, rédacteur en chef des Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Alors, on va justement voir, d'abord dans le détail, et justement dans les chiffres, avec ce reportage de Marianne Buisson, ce que dit cette dernière note de l'INED, qui encore une fois est un bouleversement, une inflexion vraiment dans l'histoire de notre pays. Et puis on en parle juste après. Entre 2024 et 2025, en France métropolitaine, environ 633 000 décès contre 612 000 naissances. Les jeunes parents désirent moins d'enfants. Ceux que nous avons rencontrés ce matin le confirment. Moi j'en ai 2, mais à la base j'en voulais 3, je m'arrêterai peut-être à 2 du coup, parce que je suis pas sûre de pouvoir en avoir un 3e pour plus tard, pour les études, etc. Il faut aussi pouvoir être dans une situation suffisamment stable financièrement, avoir suffisamment de confiance en l'avenir aussi. C'est que les mentalités ont un peu changé, il y a plus, je dirais, d'indépendance, il y a moins le côté on doit forcément faire une famille ou autre, et le coût, la vie est plus chère aussi qu'avant, donc je pense que ça freine plusieurs personnes. Une baisse de la natalité qui est arrivée plus vite que prévu. Elle s'accompagne d'une chute de la fertilité, alors que les baby-boomers atteignent des âges à la mortalité importante. C'est toute l'économie qui va être impactée. La baisse des naissances signifie à terme une baisse de la population active. Et donc la création de richesse dans un pays, elle est liée forcément aux effectifs de la population active. Et donc vous pouvez moins prélever pour financer les retraites. Hervé Lebras, chercheur émérite à l'INED, justement, qui a fait cette note. C'est sa vocation à l'INED. Avant qu'on entre vraiment dans le détail de ce que signifient ces chiffres, on en parle souvent sur ce plateau, la démographie. Alors, il y a plein de débats politiques, des opinions. La démographie, j'allais dire, ça ne ment pas. Enfin, ce qui naît, ce qui meurt, ça définit notre futur. Et puis, on ne peut rien y changer. Surtout, c'est quand même très bien mesuré. C'est grâce à l'INSEE, mais grâce aussi à l'état civil. Donc, on sait exactement, par exemple, le nombre des décès. D'ailleurs, c'est important parce que si on ne contrôlait pas le nombre de décès, on pourrait peut-être tuer plus facilement. Donc, c'est très, très important. Et puis, le nombre, même chose pour le nombre de naissances. Là, c'est moins grave de se tromper, mais on l'a aussi. Et puis, chaque année, l'INSEE fait ce qui s'appelle une enquête de recensement. C'est un peu plus de 8 millions de personnes tirées au hasard, une procédure qui est maintenant bien rodée, donc qui donne l'état de la population. On élargit ensuite aux 68 millions de personnes, mais c'est quand même des données très sûres. Donc on connaît bien l'état de la population française, mais à la fois, vous avez raison, parce qu'il y a des chiffres, et puis aussi parce qu'il y a un opérateur, l'INSEE, qui travaille de ce point de vue-là remarquablement. Jean-Hervé Lorenzi, sur cette la démographie, on n'en parle pas très souvent, alors que finalement, c'est presque au cœur de tout. C'est en tout cas la conviction, je pense, qu'Hervé, qui vient nous dire à quel point on a en plus des chiffres. C'est un des rares domaines où on a des chiffres très précis et des prévisions d'ailleurs qui sont souvent plus justes que celles des économistes. Donc, là, il y a des difficultés. Mais c'est la question. Les prévisions, on sait, en fonction de ce qu'il est, on sait quelle sera la population, sauf évidemment dans des années. Le sujet majeur de notre société, la société française et du monde entier, puisque le ralentissement de la démographie est mondial, mais parlons de notre pays, c'est évidemment le sujet numéro 1.
Je suis désespéré quand je vois que les retraités, les retraités, ça veut rien dire, hein, mais il y a les retraités qui vivent très difficilement, et puis il y a des retraités qui ont, comme moi, une vie confortable, mais pas forcément. On les protège de manière totale dans le budget, et on voit le niveau de l'apprentissage, donc les budgets de la française baisser. Donc on est dans un pays dans lequel on protège en réalité de manière massive ma génération, qu'on considère comme une sainte génération, et on ne prend pas en compte les problèmes majeurs de la jeunesse. Alors, l'histoire de la démographie, c'est pas que les naissances et les décès. C'est comment évolue la société française. On ne la prend pas du tout suffisamment en compte. Je rappelle juste que les jeunes, beaucoup de jeunes, 1 300 000 jeunes se trouvent ce qu'on appelle les NEETs, c'est-à-dire des jeunes qui sont complètement désocialisés, alors qu'ils sont comme vous et moi. Sans emploi. Et ils sont comme vous et moi, donc il n'y a pas de... Je veux dire, il y a le même pourcentage de paresseux, de travailleurs, de prétentieux, enfin c'est la vie. Et deuxième sujet, difficulté énorme donc d'insertion sur le marché du travail, difficulté incroyable pour l'accès au logement, toutes les formes, y compris pour les étudiants. Donc on est dans un dispositif dans lequel les débats actuels, alors je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais les débats actuels sont délirants par rapport à ce qui va se passer. Un seul chiffre, la chaire auquel j'ai l'honneur de participer a fait le calcul sur le coût complémentaire, le surcoût de ce que coûterait le vieillissement. C'est une situation facile à faire. 2030, c'est-à-dire demain, 32 milliards de plus annuels pour la dépendance et les retraites, si on est dans un dispositif de retraite qui est celui qui avait été prévu dans la loi. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'en 2030, comme il y aura la population vieillie, ce sera un surcoût, mais vous voulez dire qu'il n'est pas anticipé, il n'est pas bien calculé par les services de l'État. Et puis je termine là-dessus, parce que sinon je vais m'énerver. Il y a un non-dit sur la démographie, notamment chez nos politiques, qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'on va vous parler de la dette. Alors, il y a une phrase terrible, c'est on laisse à nos enfants quelque chose de dramatique. Ce qui est dramatique, c'est le fait de ne pas prendre en compte la jeunesse de ce pays. Ce qui est dramatique, c'est de ne pas regarder de près comment vont être les comptes de la société française dans 3 ans à cause du vieillissement. Donc ça, c'est un problème majeur. Il est pour le moment absent, et je remercie l'INED, les chercheurs et les chercheurs émérites, de nous rappeler aujourd'hui que c'est un problème absolument majeur. Ceci dit, ce n'est pas, au fond, le problème par lequel on a commencé. Le déficit des naissances ne joue pas actuellement. Il jouera que dans une vingtaine d'années. Donc, il faut bien penser à cela. Parce que ce qui joue actuellement, c'est ce qu'on a accumulé. Ce que dit Jean Hervé, c'est effectivement, ces gens-là sont déjà nés, mais au fond, la société ne s'occupe pas assez d'eux. Le taux de pauvreté chez les jeunes... Ces gens-là la jeunesse, elle est déjà née, on s'en occupe pas assez. Et les personnes les plus âgées, elles sont toujours là et elles vont continuer à peser de plus en plus. Le taux de pauvreté des personnes, le taux de pauvreté des jeunes est 2 fois plus élevé que le taux de pauvreté des personnes âgées. Étienne, justement, on coopère avec vous sur l'aspect économique dans cette émission. Vous apportez vos éclairages à chaque fois. Et vous venez d'entendre ce que disaient nos deux chercheurs. La démographie, on en parle, mais très peu finalement dans le débat politique. Parce que c'est embêtant, la démographie, c'est très lent, c'est des effets sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, mais on est en train de dire que c'est peut-être le seul domaine où les prévisions sont assez justes, parce que de toute façon, on sait... Alors là, je vous corrige, on sait exactement ce qui se passe en temps réel, donc ça c'est formidable. Ça nous indique ce qu'il va falloir faire pendant les décennies à venir. Parce que si on va en parler là dans le détail, mais si on a beaucoup moins d'enfants maintenant, ça va vouloir dire qu'il va falloir fermer des écoles, ensuite des lycées, mais tout ça sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, pour le politique, c'est un horizon alors qui résonne à la semaine prochaine en ce moment avec les agriculteurs. Et puis, par ailleurs, les prévisions ne sont pas si simples, parce que pendant très longtemps, la France, elle a surpris tous les autres pays avec une démographie qui résistait beaucoup mieux, et le déclin n'arrivait pas, alors qu'on pensait qu'il arriverait plus tôt. Et puis là, c'est l'inverse. On est en train de rejoindre le club européen, mais beaucoup plus vite.
il y a une rupture qui est un peu inexpliquée d'ailleurs. Parce que, oui, c'est vrai que là-dessus, en fait, on a vu des il y avait des témoignages. prévisions que la population, voilà, le nombre de naissances baisse, etc. Mais là, on est au point où on pensait être dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on est exactement. en 2025, là où on pensait être en 2035 voilà. avec ce croisement des courbes. Voilà, ce croisement des courbes. Mais les reportages, comme on a vu tout à l'heure avec ces témoignages-là, on les avait un peu il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et pourtant, il y avait encore un taux de natalité très supérieur à la moyenne européenne, qui s'expliquait pas complètement non plus, parce que les tenants et aboutissants de la démographie, on va en parler aussi, mais pour le politique, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas non plus d'armes, il n'y a pas de mesures miracles. Mais quand je parle juste, et puis après on va aller retrouver justement Alexandre Hébert près de l'écran tactile qui va nous donner justement les chiffres, mais quand je parlais de prévision, les naissances qu'on n'a pas aujourd'hui, en 2025, on sait que... Eh ben, on n'aura pas une génération de 20 ans en 2045. Ça, cette prévision, elle est claire, elle est mathématique. Mais avec un codicile, la migration. Voilà, à condition d'enlever de l'équation la migration. Et on ne sait pas si ça va s'accélérer, la bascule, ce qui serait là un peu inquiétant, parce que pour les politiques publiques, ça implique des choix et des évolutions drastiques, ou si ça va, on va toucher une sorte de plancher ou remonter dans les prochaines années. Donc là, il y a quand même une part de mystère. Tout à fait. Alors justement, je vais aller retrouver Alexandre pour qu'on avance sur les chiffres et puis après que je vienne vous retrouver pour qu'on puisse prolonger le débat. Bonsoir Alexandre. Alors, vous avez plein de choses à nous dire, certaines qui sont absolument stupéfiantes. On va d'abord s'intéresser avec vous aux différentes évolutions de ce classement, car on va parler de la France, mais aussi de l'ensemble de la planète. Il y a des pays qui devrait connaître un bouleversement d'ici la fin du siècle. Oui, car le premier enseignement de cette étude de l'INED, c'est que la population de la Chine va s'effondrer. Regardez, il y a aujourd'hui 1,4 milliard de Chinois. Ils ne seront plus en 2100 que 633 millions. Ça veut dire... C'est hallucinant. Et oui, parce que ça veut dire que la population de la Chine va être plus que divisée par 2 d'ici à la fin du siècle. Et ça, eh bien, c'est une tendance qu'on va observer dans toute la région de l'Asie de l'Est, puisque le Japon s'attend à perdre à peu près 40% de sa population. Et pour la Corée du Sud, c'est même près de 60%. L'autre grand bouleversement, Loïc, c'est celui de l'Afrique. On peut même parler de basculement. Regardez, la population de la République démocratique du Congo va passer de 113 à 431 millions d'individus. Ça veut dire qu'elle va être multipliée par 4. Et pour le Nigeria, c'est de 238 à 477. Donc ça veut dire que la population va doubler. Tout cela va propulser ces deux pays en haut du classement des pays les plus peuplés en 2100, derrière l'Inde, la Chine et le Pakistan, mais surtout devant les États-Unis, dont la population va continuer d'augmenter, mais moins rapidement que celle de ces deux pays. Alors, Alexandre, parlez-nous de l'Europe. On revient un petit peu chez nous. On dit toujours que l'Europe est condamnée au déclin. Oui, et en tout cas, on peut le constater dans les chiffres, le déclin va être sévère. Regardez, l'Allemagne va perdre d'ici 2100 un peu plus de 15% de sa population, mais l'hémorragie est beaucoup plus importante dans d'autres pays, puisqu'on est sur 31% pour l'Espagne, on est sur 40% pour l'Italie, et d'ici 2100, la Pologne va perdre la moitié de sa population. Alors en comparaison, la France s'en sort entre guillemets plutôt bien, avec une très légère augmentation de 1,5%. Ce qui correspond en termes démographiques à une stagnation de la population. Et si on élargit, si on parle de l'ensemble des continents, est-ce que l'Asie, par exemple, restera toujours le continent le plus peuplé du monde, ou est-ce qu'il y a une compétition là-dessus? Alors effectivement, pour l'Europe, en tout cas, cette tendance, elle est évidente. On va le voir, puisque sur notre continent, il y a aujourd'hui 744 millions d'individus. Il n'y en aura plus que 592 millions d'ici 2100, donc une baisse de 20%. Pour ce qui est de l'Afrique, la hausse est évidemment confirmée aussi au niveau du continent. 1,5 milliards d'habitants aujourd'hui, 3,8 en 2100. Donc la population africaine va plus que doubler d'ici la fin du siècle. Et c'est vrai, l'Asie va rester tout de même le pays le plus peuplé, avec ses 4,6 milliards d'habitants, même si on le voit, sa population va tout de même légèrement baisser. Merci Alexandre. On voit effectivement que l'Europe, on pèsera bien peu face à l'Afrique et à l'Asie. Merci Alexandre pour ces chiffres. Je retourne voir mes invités pour prendre un peu de hauteur. Et à votre place, il y a quelques semaines, on avait déjà fait une émission sur la démographie. Et un chercheur à cette table nous donnait l'exemple de la Corée du Sud dont on vient de parler. Il nous disait, la Corée du Sud, qui est le miracle économique du XXe siècle, la Corée du Sud s'éteint, c'est fini.
60% de population moins. J'exagère un peu, mais 60% de sa population. Ah bah leur taux de fécondité, il est remonté un peu. En 2023, il était de 0,72 et grâce à leurs mesures natalistes, ils sont remontés à 0,74. Là, on le voit, c'est juste, et puis on va rentrer dans le détail, mais on rappelle à nos téléspectateurs, ça, ce sont des bouleversements, parce que quand des populations changent à ce point dans un pays, c'est quoi? C'est toute l'économie, la société, vous parlez de l'éducation, enfin, tout est bouleversé. Oui, l'autre exemple très, très connu, c'est le Japon, et là, où ça fait des débats politiques très, très vifs, parce que malgré ces contraintes démographiques, il y a une impossibilité d'ouvrir les frontières. Alors, ils le font là quand même par tout petit bout, parce qu'ils voient bien que l'économie, ça devient impossible. Mais ce sont des pays qui restent très, très fermés au niveau des frontières et à l'ouverture. Et la Chine, bientôt, elle vient de passer juste au-dessous d'un taux de fécondité de 1. Donc, et d'ailleurs, sa population commence à diminuer. Et puis, pour la Chine, on voit mal comment ils pourront faire appel à l'immigration. Là, c'est difficile. Alors, depuis le début, c'est vrai qu'on parle beaucoup des naissances, des décès, et on est nombreux à essayer de comprendre et surtout de faire une relation avec la jeunesse. C'est quand même la jeunesse qui a... Alors c'est vrai que une des perceptions, est-ce que c'est mondial? Je suis bien capable de le dire. Est-ce que c'est européen? J'en suis sûr. Est-ce que c'est français? J'en suis totalement sûr. C'est que les jeunesses sont extrêmement... j'allais dire, maltraités dans le comportement qu'on peut avoir. Alors, peut-être que le sujet le plus évident, c'est le sujet partout. Alors là, tous les pays européens, sur le prix de l'immobilier, c'est-à-dire la capacité que les jeunes, la difficulté énorme que les jeunes tout simplement à se loger. On l'entendait dans le reportage du début, c'est pour ça que beaucoup de jeunes disent, mais c'est pour ça que je ne veux pas d'enfants, ou alors juste un chiffre, il s'avère qu'il vaut ce qu'il vaut. Hein. Je suis donc d'une prudence absolue, mais il se trouve que quand on prend un ménage disons d'une trentaine d'années, on s'aperçoit qu'il a en moyenne une quinzaine de mètres carrés de moins que précédemment. Les 15 mètres carrés, c'est vrai que, alors c'est une coïncidence, mais il doit y avoir un fond de vérité, ça correspond à un enfant de plus. Oui, ceci dit, quand on voit que dans les années 50, on faisait en moyenne dans les 2,8 enfants, et la crise du logement est absolument terrible. Donc il y a aussi des choses plus complexes qui se passent. Oui, c'est un des éléments, le logement, je suis d'accord, mais c'est à mon avis beaucoup plus complexe. D'autant plus que c'est général. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que entre 2008 et 2012, dans le monde entier, il y a une inflexion des courbes à la baisse. C'est-à-dire, y compris aussi dans les pays d'Afrique, y compris en Amérique du Sud. C'est très, très net quand on trace les courbes. Et puis, bien sûr, en Europe. Et on a effectivement du mal à comprendre qu'est-ce qui agit mondialement, puisque c'est vrai aussi pour la Chine, justement. Donc. On va justement rentrer dans le détail en prenant des exemples sur le terrain de reportage. Je vous emmène, vous en parliez, Étienne, donc au Japon. Japon qui ne veut pas d'immigration, réfléchit même à remplacer l'immigration par des robots. Mais résultat, c'est que les personnes âgées, les seniors au Japon, doivent travailler de plus en plus tard. On regarde juste un exemple envoyé par notre correspondant, justement, Arnaud Boutet, qui est correspondant en Chine et en Asie. Et vous me dites ce que vous en pensez juste après. Tomio Yoshida, bientôt 83 ans, travaille dans ce supermarché. Il se dit en bonne santé. Payé à l'heure, il perçoit à peu près 1 000 € pour l'équivalent d'un temps plein. Je commence le matin à 6h30. Je décharge les camions de fruits et légumes et je répartis les aliments dans les rayons du magasin. Et il n'est pas le seul. Sur les 300 employés, 75 ont plus de 65 ans. Ici, pas de traitement de faveur pour les seniors. Le directeur se montre clair. On ne leur confie pas un poste moins fatigant. Ils font comme tous les autres. Ils effectuent leur travail comme ils l'ont toujours fait. Pourquoi Tomio Yoshida travaille-t-il? Sa pension de retraite. Très faible, dit-il, sans préciser le montant. Alors là, c'est un exemple qui peut paraître extrême pour nos téléspectateurs français, mais vous allez nous expliquer ça, vous le savez bien mieux que moi, mais pour pallier cette crise démographique, il n'y a que 3 solutions. Soit les Français, en l'occurrence, ou les Japonais font beaucoup plus d'enfants, c'est pas le cas. Soit on accepte l'immigration pour avoir des emplois là qu'on ne voit pas dans les supermarchés japonais, soit on travaille plus longtemps. Et là, on est dans ce cas de figure-là au Japon. Alors, on travaille plus longtemps ou on travaille plus? Parce qu'il n'y a pas que l'emploi des seniors.
Si on prend l'exemple français, il y a l'emploi des jeunes et puis il y a la baisse du taux de chômage tout court. Puisque là, on a des réserves d'emploi assez considérables. Et l'emploi des seniors peut être envisagé différemment de ces formes extrêmes, puisqu'il s'agit d'aménager les conditions de travail, et c'est un sujet essentiel au-delà de la réforme des retraites. Il y a un autre levier, c'est la robotisation, l'innovation. Et ça, là, on parlait de la Corée du Sud et le Japon ou la Chine, qui sont vraiment les champions. Et là, la France est très en retard là-dessus. Donc là, ça fait partie d'un autre volet de solutions. Et puis, le troisième volet, c'est l'immigration. Où là, il y a l'immigration économique. Là encore, la France pourrait s'organiser davantage, sachant que sur la guerre des talents, la course, elle est déjà très engagée entre les différents pays. Mais il faut voir qu'il y a quelque chose de particulier au Japon dans la manière dont on répartit le travail sur le cycle de vie. Parce qu'au début, les Japonais travaillent dans des grandes entreprises dans lesquelles ils sont bien payés. Et puis progressivement, ils acceptent de travailler dans de plus petites entreprises, ou comme on l'a vu dans cet exemple, où ils sont de moins en moins bien payés. Des ingénieurs finissent comme jardiniers à 75 ans, ce qui est une chose qui est très difficilement acceptable en France. On a l'idée qu'on doit toujours progresser au cours de sa carrière. Or, eux acceptent parfaitement cette idée qu'au fur et à mesure qu'ils vieillissent, eh bien, leur salaire diminuera. C'est une mentalité qui est très différente de chez nous. Jean-Hervé Lorenzi, comment expliquer ça aux Français qui nous écoutent, que soit il va falloir travailler plus ou différemment, ou peut-être accepter de gagner moins? Alors, je reprends ce qu'Étienne a dit, qui me paraît très, très juste. Attention aux formulations, parce que travailler plus, on a l'impression que personne ne fout rien et qu'on va arriver avec des fouets, on va se mettre enfin au boulot. Vous travaillez, enfin, nous quatre, on travaille. Donc, franchement, on doit pouvoir passer la soirée calmement. La réalité, là où Étienne a parfaitement raison, c'est qu'on a un énorme problème. On a beaucoup parlé du report de l'âge de la retraite à 64 ans, etc. Je rappelle juste que dans le privé, en France, le départ est aujourd'hui à 63 ans et 1 mois. Donc on n'est pas si différent. Là où on est très, très différent, c'est dans les taux d'activité des jeunes et des vieux. C'est clair que c'est le problème. C'est un problème spécifique français. Je rappelle que, en tout cas dans ma génération, on n'a pas arrêté d'expliquer qu'à 55 ans, il fallait se débarrasser des gens, parce que c'est très profond le discours qui a pu avoir lieu sur l'inutilité des gens âgés, disons, des seniors. Donc un premier problème, c'est qu'il faut expliquer que le senior, si on manque d'ingénieurs dans le nucléaire, si on manque de ceci, c'est ça, premier sujet. Oui. Deuxième sujet, l'insertion des jeunes sur le marché du travail est évidemment un énorme problème. Donc ça signifie derrière qu'il faut réfléchir à l'apprentissage et pas diminuer les dépenses en apprentissage, mais aussi formation technologique, formation professionnelle. Donc essayer vraiment de réfléchir à tout ça. Et le troisième sujet, c'est l'immigration qu'il faut arriver, alors j'ai bien exprimé l'expression, traiter de manière raisonnable, c'est-à-dire évidemment on a besoin de personnalités qui viennent de l'extérieur, on en a besoin. Et on a besoin, tu as employé le mot très qualifiés, on a besoin de gens très qualifiés, et on a aussi besoin, dans la réalité, du garçon là, qui a 82 ans et qui porte les paquets. Hein, donc, voilà. On a le cas de l'Italie, là, en ce moment, qui est très frappant. On va en parler de l'Italie. On va rester un petit peu en Asie avant de revenir en Europe dans quelques minutes, parce que vous parliez tous les trois notamment d'immigration. On continue juste sur l'exemple japonais parce que, pareil, Arnaud Boutet nous a envoyé un autre reportage honnêtement absolument hallucinant. Vu qu'il n'y a pas notamment d'immigration, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes japonais, pas assez en tout cas, et qu'il n'y a pas d'immigration, notamment pour s'occuper des personnes âgées japonaises, certaines d'entre elles préfèrent carrément enfreindre la loi volontairement, et vous allez voir pourquoi. C'est la plus grande prison pour femmes du pays et ici les détenus marchent lentement, souvent avec difficulté et parfois en chaise roulante. Au Japon, les délinquants seniors condamnés par la justice sont de plus en plus nombreux. C'est le cas de cette femme, 81 ans, incarcérée pour la 2e fois. Quand on m'a arrêtée, je me suis dit, cette fois, qu'importe ce qui peut m'arriver. Je ne peux pas vous expliquer combien c'est difficile de vivre seule. Beaucoup, comme elle, ont commis des petits larcins, des vols à répétition dans les magasins, et la case prison est perçue comme une aubaine.
Mon fils m'a dit « Je ne veux plus te voir, tu peux mourir ». Il y a des gens très bien dans cette prison. Je suis très reconnaissante car je peux mener une vie normale tous les jours. Les repas sont pris dans les cellules, en silence. La prison s'apparente à une maison de retraite. À l'atelier, les gardiens ne crient pas, ils aident les détenus à prendre leurs médicaments. Alors voilà pour cet exemple, juste une réaction, et puis on terminera après par la Chine. Ça, c'est sur les bouleversements de notre société. Là, ok, c'est un exemple à nouveau extrême, mais qui peut être riche de certains enseignements. Ouais, je pense que ça montre quand même que on parlait des retraites et des besoins qu'il allait y avoir, mais la prise en charge des personnes âgées. Bon, là, évidemment, on ne va pas transformer les prisons françaises en EHPAD ou en maison de retraite. Et là-dessus, vu l'état des prisons françaises, je pense qu'on aura du mal à attirer des personnes âgées ou des jeunes ou quiconque. Voilà, bref. Mais en revanche, on a un besoin sur la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, qui avait été identifié d'ailleurs, et qui était plutôt le besoin à venir de financement. Parce que sur les retraites, on se disait qu'après la décennie des 2020-2030, on sortirait du papy boom et donc on aurait une sorte de plateau et moins besoin de financement. Avec cette natalité qui se casse la figure, on risque d'avoir de nouveau des besoins à 20 ans, 30 ans, 40 ans qui vont continuer. Et puis, une prise en charge de la dépendance et des frais de santé aussi. Parce qu'on parle beaucoup du déficit des retraites, mais la bombe, l'alerte rouge en ce moment, c'est sur le financement de la santé. La sécurité sociale est plombée par les comptes de l'assurance maladie. Dernier exemple en Asie, et puis je serais très intéressé pour avoir la réaction de nos deux économistes et chercheurs. Là, on va en Chine. On en avait aussi parlé sur ce plateau avec une de nos reporters envoyés spéciales qui revenait de Corée du Sud, où les écoles se vidaient. La même chose en Chine, avec les chiffres absolument hallucinants qu'on vient de voir. Pareil, Arnaud Boutet est allé voir comment, justement, les écoles se vident dans ce qui est, pour l'instant encore, le pays le plus peuplé du monde avec l'Inde. Regardez. À cause de la natalité en berne, les écoles maternelles, publiques ou privées comme celle-ci, accueillent de moins en moins d'enfants. Auparavant, nous avions 300 enfants. Aujourd'hui, c'est 150. En 2023, 15 000 crèches et maternelles ont fermé. Pour ne pas mettre la clé sous la porte, cette école loue tout un étage reconverti en centre d'accueil pour seniors avec activités danse et gymnastique. Nous les retraités sommes de plus en plus nombreux et nous représentons un marché important en Chine. On voulait vous montrer cet extrait parce que, voilà, pour les Français qui nous regardent, l'éducation, les professeurs, c'est vraiment le pilier de notre société. Bah là, c'est des bouleversements qui s'annoncent. Oui, c'est des bouleversements, mais... Et on ferme déjà des classes en France. Pense, et un de nos amis, Hippolyte Dalbis, à juste titre, dit, mais au fond, c'est aussi, il faut quand même le dire, c'est aussi une occasion d'avoir moins de naissances, d'avoir des classes moins chargées, parce que la France, dans les enquêtes européennes, est l'un des pays où le nombre d'élèves par classe est le plus important. Simplement, je pense bien qu'on ne fera pas ça et qu'on fermera des écoles, mais il faut bien voir qu'il faut gérer de différentes façons. De la même manière, ce qu'on voit, et qui est absolument terrible, pour l'instant, ça ne s'amorce pas en France. Il faut quand même savoir que, et Jean-Hervé nous le rappellera certainement, que le revenu d'un retraité est exactement, presque exactement, le revenu en moyenne d'un actif. Alors, en moyenne, donc on entend souvent dire, oui, mais il y a des personnes âgées qui sont pauvres. C'est certain, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. En 1970, il y avait 2 700 000 personnes qui étaient au minimum vieillesse. Le dernier chiffre en France, je crois que c'est 680 000. C'est autour de 700 000. Et il faut voir que sur ces 700 000, ce qu'on sait rarement, c'est que la moitié sont des travailleurs immigrés qui ne sont pas rentrés au pays de la première vague des années 70. Jean-Hervé. Non, je trouve que pour essayer de comprendre à quel point les choses sont d'ailleurs en train de bouger. Bon, la grosse difficulté, c'est d'admettre qu'il va y avoir des transferts entre générations et que si on veut que notre pays s'en sorte, il va bien falloir qu'à un moment, on arrête ce discours lénifiant sur le revenu des retraités, etc. En revanche, notre pays est déjà
très avancé sur l'histoire de la dépendance que Étienne a évoquée. Je rappelle qu'il y a 11 millions de Français, 11 millions, beaucoup, hein, qui sont en réalité des aidants, mais des aidants familiaux ou des aidants amicaux. Donc, ils ne sont pas rémunérés là-dessus. Et autant les EHPAD ont du mal à recruter parce que, j'allais dire, la difficulté du travail et le niveau de rémunération est à l'évidence pas facile, autant la réalité de la société française, c'est qu'elle est quand même déjà très, très, très mobilisée sur l'idée que, en gros, c'est les actifs qui aident leurs parents. Et ça existe, c'est très, très important. Et il faut l'avoir en tête parce que on a toujours le sentiment que il y a cette lutte intergénérationnelle. La difficulté intergénérationnelle massive, je la vois entre les retraités, les seniors et la jeunesse. Je vois ces deux bouts qui, quand même, ont besoin l'un et l'autre. Que la solidarité intergénérationnelle, elle soit là en France, on le voit. Mais que se passera-t-il quand il y aura tout simplement moins d'actifs? On voit qu'il y a beaucoup de jeunes Français aujourd'hui qui disent « je ne veux pas d'enfants ». Donc, ils n'auront pas un petit enfant pour s'occuper d'eux. Dans ce cas, c'est quoi la solution? Oui, mais il faut voir aussi, c'est un peu le travail d'André Masson, que les personnes âgées, du fait de leurs revenus en moyenne assez élevés et de dépenses souvent moins importantes, aident beaucoup les jeunes. C'est-à-dire que les aides, les transferts intergénérationnels sont dans les deux sens et ils sont très importants dans le sens jeune. Et surtout, ils aident, par exemple, on parlait du logement, ils aident pour une caution pour le logement, ils aident pour acheter une voiture, ils aident pour des tas de choses qui sont un peu difficiles à trouver de façon légale, juridique, avec des dispositifs. Et juste sur l'éducation, pour dire à quel point le choc va être violent, c'est le Haut-Commissariat au Plan qui a fait une étude là-dessus assez récemment et qui a montré, on a déjà fermé beaucoup d'écoles, de classes dans le primaire. Ça touche maintenant le collège, ça arrive au lycée. Mais on est encore au niveau de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les universités poussent les murs parce qu'il n'y a pas assez de place pour les étudiants. On a encore de plus en plus. Et ce pic-là, c'est pour 2028, d'après le Haut-Commissariat au Plan. Et ensuite, on va perdre 25% d'étudiants d'ici à 2040. Donc aujourd'hui, on pousse les murs dans les universités, c'est très compliqué dans certaines formations. Et d'ici 2040, là, 25%, c'est énorme. Ça veut dire que ça va être vide dans plein d'endroits. Donc ça demande pour les politiques publiques, dans l'éducation à tous les niveaux, mais ça commence aux crèches, et puis ensuite l'enseignement supérieur. Et de manière incidente, perdre 25% une anticipation très importante dans la compétition mondiale, sur les sciences, la technologie, l'IA, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Il y aura peut-être plus de place dans les universités, mais il y aura là, on peut peut-être aussi plus d'enseignants encadreurs. C'est aussi ça, à nouveau, c'est la même chose que ce que je disais, parce qu'on est quand même un des pays où l'encadrement de l'enseignement supérieur est le plus faible. Donc mais il faut anticiper. Et donc là, il y a peut-être aussi une occasion. Je ne plaide pas du tout pour qu'il y ait moins de naissances, mais il faut bien voir qu'avec moins de naissances, il y a des solutions qui sont intéressantes parce qu'une partie de notre compétitivité repose sur des étudiants qui font de bonnes études. Or, c'est très difficile dans un certain nombre de filières, vu le nombre actuel d'étudiants et le taux d'étudiants par enseignant. Donc, si on veut s'aligner même par exemple sur les pays anglo-saxons, on en peut absolument tirer parti de ces 25% d'étudiants en moins. Alors, on va revenir un petit peu plus près de nous, même juste à côté de nous. On va aller en Allemagne. On l'a vu, l'Allemagne qui a aussi des chiffres très mauvais, qui a en partie, limité la casse avec en partie une forte immigration, notamment avec cette année record 2015. On va justement aller outre-Rhin, on va retrouver notre correspondant Lionel Feuerstein, notre correspondant à Berlin. Lionel, justement, en préparant l'émission, vous nous parliez de cette année 2015 où il y a eu cet afflux massif, cette ouverture des portes pour raisons humanitaires avec 1 million de réfugiés syriens. Mais la crise démographique allemande, elle reste bien présente, Lionel. Oui, c'est une équation politique quasiment impossible pour le gouvernement allemand. Comment limiter l'immigration tout en répondant à la pénurie de main-d'œuvre alors que le pays fait moins d'enfants?
Car en Allemagne, comme ailleurs en Europe, la population vieillit et le taux de natalité n'est que de 1,35 enfants par femme. C'est bien en dessous du seuil de renouvellement qui est de 2,1. Résultat, Berlin s'inquiète. Comment payer les retraites si les familles font moins d'enfants? Le pays a pourtant plus de 400 000 postes vacants à pourvoir, et ce dans tous les secteurs, les soins, l'éducation, le bâtiment. Mais voilà, l'Allemagne a déjà accueilli massivement des réfugiés avec la crise de 2015, plus d'1 million. Angela Merkel avait dit, vous vous en souvenez Loïc, wir schaffen das, on va y arriver. Aujourd'hui, le chancelier Friedrich Merz affirme le contraire. Face à la montée de l'extrême droite, il a fortement limité les arrivées. Parallèlement, le gouvernement essaye d'encourager la natalité avec des allocations familiales plus généreuses de 255 € par enfant, sans critère de revenu, et un congé parental de 12 à 14 mois. Des mesures beaucoup plus généreuses qu'en France, mais qui ne suffisent pas, Loïc, à donner envie aux Allemands de faire plus de bébés. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a effectivement, Lionel disait, l'équation impossible. Côté politique, l'immigration est évidemment une des clés là-dessus, mais politiquement, c'est compliqué. Et puis, il y a les incitations à avoir plus d'enfants. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a un moment, il y a une dizaine d'années, où l'Allemagne allait bien, enfin commençait à décliner, mais allait encore très bien, et la France était très loin derrière avec déjà ses problèmes de finances publiques. Il y avait un domaine où les Allemands voyaient un modèle français, c'est la démographie. Et donc, ils ont, parce qu'ils ont identifié le problème depuis longtemps, c'est pas nouveau ces problèmes, et notamment sur le travail des femmes, qui est beaucoup moins développé en Allemagne qu'en France. Donc la possibilité de mélanger vie personnelle et vie professionnelle. Les crèches, très peu développées là-bas, et donc ils ont développé des plans crèches, maintenant des allocations familiales. Donc tout ça, ça faisait partie du modèle français pour eux. Malheureusement, on voit que le modèle français lui-même, même s'il a été effrité sur certaines allocations, il suffit pas à maintenir une natalité élevée. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mesure magique pour la natalité. Donc il faut tout faire. Il faut faire le logement, l'immobilier, il faut peut-être sans doute des prestations où la fiscalité joue un rôle certainement. Il faut des places en crèche, mais il n'y a pas... Donc j'allais vous demander... Il faut quand même voir pour l'Allemagne que les naissances ont été moins nombreuses que les décès dès 1973 ou 74. Donc on prévoyait une baisse, une diminution de la population allemande. Depuis cette époque, la population allemande a augmenté. Donc c'est pas simplement les Syriens qui sont arrivés en 2014-2015. C'est beaucoup d'Européens, beaucoup aussi. Donc l'Allemagne, ces dernières années. D'autre part, du point de vue de la fécondité, c'est intéressant. Les Allemands sont effectivement à 2,35, mais nous on sera cette année on sera en tour de 2,56, 2,57. Or, avant, l'écart entre les deux pays, c'était de 0,5. Nous, on était à un peu plus de 2 enfants, eux étaient à 1,5. Et donc, ce qui se passe aussi, qui est peut-être beaucoup plus général, et on le voit sur des graphiques, il y a une convergence des taux de fécondité dans les pays européens. Les pays qui avaient la fécondité la plus haute baissent rapidement, ceux qui avaient la fécondité la plus basse restent ou baissent un tout petit peu. On parlera de l'Italie. Je trouve qu'il y a une chose curieuse, c'est comme si au fond, il y avait un modèle européen de la famille qui se mettait en place. Quelquefois, je dis, voilà, un succès de l'Europe, il y a un modèle européen unifié. Alors, peut-être deux remarques. On a vu, et Hervé et Étienne ont raison de mettre en avant l'idée qu'il y a des aspects bénéfiques, bien entendu, dans la faiblesse. Il faut quand même voir que le vieillissement d'une population, c'est pas bon pour la croissance, pour toute une série de raisons. D'abord, ça coûte très cher. Je veux dire, les EHPAD, ça coûte quand même très, très cher. J'ai évoqué les 32 milliards. 2, c'est quand même pas très innovant. Les garages sont pas remplis de gens de 90 ans, mais plutôt de gens de 20 ans. Donc la jeunesse, c'est porteur de l'innovation. Et peut-être le point le plus important, c'est que l'essentiel de l'épargne financière, en tout cas dans notre pays, mais c'est aussi le cas chez les Allemands, ça se déroule pas tout à fait de la même manière, c'est des seniors qui l'ont. Et les seniors, ils prennent pas de risques. Donc, on a ce problème macroéconomique
européen majeur, c'est que une partie de l'épargne allemande et néerlandaise, qui sont les deux pays qui ont beaucoup d'épargne, part aux États-Unis, c'est eux qui permettent finalement aux États-Unis de résoudre une partie de leurs problèmes de déséquilibre. Et chez nous, c'est vrai que on dit il faut financer la transition démographique, transition technologique et tout ça. La défense. En réalité, je veux dire, les Français assez logiquement, et ça c'est lié au vieillissement, ne sont quand même pas prêts à financer ça. Dernier aspect, le problème, il y a beaucoup d'explications sur la baisse de la démographie. Est-ce que c'est très déterminé à l'avance? On a dit tout à l'heure que non. Pour nous, en France, c'est quand même un rappel de l'entre-deux-guerres, qui était quand même la période où on avait une espèce de désespérance très profonde. Les pays qui ont ces phénomènes très, très importants sont quand même sujets à une difficulté qu'on voit en France, qui est quand même que ça manque un peu d'enthousiasme sur la morosité ambiante. Voilà, la morosité ambiante. Juste dans les dernières minutes qui nous restent, je voulais, parce que vous l'avez tous les trois abordé, la question de l'immigration. On en a parlé en Allemagne. On sait qu'en Italie, on va voir peut-être quelques images de l'Italie. On connaît aussi la situation critique en matière de démographie de l'Italie. Même le gouvernement de droite radicale ou d'extrême droite de Giorgia Meloni, finalement, contrairement à ce qu'elle avait dit, a ouvert les portes. 150 000 voilà, près de 500 000 migrants supplémentaires. Est-ce que là où on va arriver dans des échéances évidemment politiques importantes en France, la question de l'immigration est éruptive, comment concilier, comment l'extrême droite va pouvoir concilier cette quadrature du cercle? Parce qu'on confond immigration, on met tout ensemble. On met les réfugiés, on met les sans-papiers et on met l'immigration économique. Alors celle-ci, c'est à celle-là que Mme Meloni s'adresse, et elle n'est pas seule, parce que M. Orban, qui est absolument hostile à l'immigration, est en train de négocier avec les Bangladesh, le Vietnam. Ah oui, Viktor Orban en Hongrie. Bien sûr, il est en train de négocier pour faire venir... Est-ce que vous voulez dire par là que même des dirigeants d'extrême droite savent, au fond d'eux-mêmes, que sans immigration économique peut-être choisie... Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin de main-d'œuvre, mais oui, mais leur idée qui est peut-être va se développer en Europe, qui est un peu inquiétante, c'est, je pense que leur modèle, c'est le Qatar et Abu Dhabi. Vous savez qu'au Qatar, il y a 75% de la population qui est immigrée, mais dans des conditions où on fait venir sur des contrats d'1 an, on vous confisque en général votre passeport, on vous oblige à habiter dans des quartiers spéciaux. Donc, je me demande si Meloni et aussi Orban ne sont pas en train de faire un pas. Est-ce que les électeurs français qui actuellement, évidemment tous les sondages ne sont que des sondages, mais montrent quand même l'importance du Rassemblement national dans notre pays, peut-être dans les échéances à venir, est-ce que les Français ont conscience de ça ? On va être confronté à ces contradictions. Et les Français, ils seront tiraillés entre une envie sécuritaire d'un côté, besoin économique de l'autre. En Italie, il faut savoir que il y a la Ligue du Nord qui soutient Meloni, et donc il y a deux formations qui n'ont pas du tout le même point de vue. Et là, il y a toutes les entreprises du nord de l'Italie qui, elles, poussent pour l'ouverture des frontières et la main-d'œuvre. Et Meloni, elle est obligée de faire preuve de pragmatisme, et elle avait dit l'inverse. Mais après l'Italie, on va voir le cas des États-Unis qui arrive, où là, la fermeture des frontières par Donald Trump, on l'a vu dans le secteur de la tech, ça a tout de suite crispé énormément les entreprises, mais on va le voir de manière générale dans l'économie. Pour l'instant, le marché de l'emploi n'est pas très bon, donc il n'y a pas trop de tiraillement. Mais si l'économie repart là-bas, ça pourrait bloquer assez vite. Et la fécondité chute aux États-Unis, 1,65 le dernier aussi. Peut-être juste un mot dans notre conclusion, c'est le fait que, évidemment, on met tout dans le paquet. C'est un mot immigration qui est destiné à faire peur et à faire ceci, à faire cela. Et on est en contradiction, ce que tu viens de dire, Étienne, sur les partis politiques. Moi, je trouve qu'il y a quand même un modèle. Madame Merkel, qui est très attaquée aujourd'hui au sein de... Mais elle avait quand même une espèce d'approche tout à fait nouvelle sur les problèmes d'immigration. Quand elle a fait venir le million de Syriens, et franchement, les Allemands, c'est pas les plus naturellement ouverts à des pays comme la Syrie.
L'idée, c'était on forme les gens, on les accueille, on leur apprend l'allemand. Enfin, on fait une vraie politique. On les intègre complètement, contrairement à ce que fait le Qatar, par exemple, ce que vous disiez. C'est là-dessus, évidemment, qu'il va falloir réfléchir. Moi, je crois que derrière les mots, on va s'énerver beaucoup sur le mot immigration, mais le débat aura bien lieu. Évidemment qu'il faut des flux d'immigration économique et que notre problème à nous, c'est d'essayer de le traiter de manière intelligente. Et sur ce point-là, je ne suis pas toujours totalement admiratif de tout ce que fait l'Allemagne, mais je trouve que ce qu'avait fait Mme Merkel était de grande qualité. D'autant que... Oui, on termine juste, je vous laisse avec juste cette image, ça vous fera sourire en fin d'émission. On aime bien regarder dans le rétro, Sur le terrain. Je vous ramène en 1975, regardez ces archives de l'INA où on parlait déjà de chute de la natalité, de ses causes. On est juste après le baby-boom et déjà, il y a les prémices de ce dont on a parlé ce soir. Les causes regardez. étaient très différentes de maintenant. Depuis 1964, ça c'est l'année charnière, le nombre des naissances dans notre pays s'était ralenti. Depuis 1972, il chute. 75 000 naissances de moins aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Ainsi, le baby-boom de l'après-guerre n'est plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, cette tendance affecte la totalité des pays industrialisés. Les causes. Quelles sont les causes ? Ici, nous sommes au royaume des idées reçues et des simplifications dangereuses. C'est la politique familiale, le recul de la religion, les pratiques contraceptives, c'est le travail féminin, chacun y va de son explication, toujours insuffisante. On finirait presque par en oublier le rôle du niveau de vie, des conditions de logement par exemple. On finirait presque par en oublier que le désir ou le refus d'avoir un enfant a quelquefois peu de choses à faire avec les arguments de la raison raisonnante. Et voilà, je vous laisse sur cette archive de l'INA, il y a 50 ans pile poil, qui abordait déjà beaucoup des thèmes qu'on a abordés tous les 4. On connaît exactement la raison, c'était le recul de l'âge à la maternité. Les calculs sont exacts. Oui, on sait très bien qu'on a continué par génération à faire 2 enfants dans toutes les générations qui sont passées par cette période. Eh bien, merci à tous les 3 pour ce débat passionnant sur la natalité. Je vous rappelle, première fois que les courbes se croisent avec 10 ans d'avance. En France métropolitaine, on a eu plus de décès que de naissances. 22h00.